Récemment, sur les réseaux sociaux, je vois passer beaucoup de vidéos qui dénoncent le fait que la minceur est à nouveau tendance. Avec notamment l'amincissement de certaines célébrités, les Kardashians, la diffusion des procédures de chirurgie esthétique d'amincissement du visage ou encore le succès des contenus minceur et perte de poids, sur TikTok notamment. Et finalement, toutes ces analyses, elles nous donnent l'impression que les standards de beauté, ils fluctuent arbitrairement au gré des réseaux sociaux. Et que c'est seulement quelques célébrités et influenceuses qui peuvent décider si, oui ou non, c'est tendance d'être mince. À mon sens, l'injonction à la minceur, elle est latente et ancrée dans la société depuis des années et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une vidéo que j'ai fait il y a longtemps. Mais en gros, voilà, j'ai envie de poursuivre mon propos sur l'injonction à la minceur parce que dans cette dernière vidéo, je vous parlais vachement du rôle des réseaux sociaux, du fait que les réseaux sociaux instrumentalisaient la mode du healthy pour mettre en place, on va dire, des recettes marketables qui faisaient vendre mais qui à la fin n'étaient pas forcément bonnes pour la santé. Mais j'avais pas envie de m'arrêter à ça parce qu'en vrai, le discours oui les réseaux sociaux sont responsables de tout, c'est un discours de vieux rageux. Genre j'ai 23 ans, je n'ai pas envie de passer ma vie sur mon canapé à dire c'était mieux avant, les réseaux sociaux sont responsables de tout, la jeunesse. Non. Aujourd'hui j'avais envie d'aller plus loin dans cet argument et de vous dire pourquoi la minceur est ancrée dans notre société depuis des années. C'est pas Kim Kardashian qui l'a rendue tendance et quelles sont les raisons finalement profondes de la grossophobie. Ce que j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est que si on pense que la minceur c'est un standard de beauté et que c'est désirable, c'est parce que c'est une minorité de personnes qui sont concernées. C'est parce que la taille moyenne d'une femme en France c'est du 40-42 que des modèles qui font du 34 ou du 36 font rêver. Si c'était la taille de tout le monde, ça marcherait pas. C'est là où j'avais en fait envie un peu de rediscuter la notion de standard de beauté. Je sais pas vous, mais ça m'évoque quand même quelque chose qui est reproduit à grande échelle dans la société, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Je veux dire, quand on parle d'un standard de beauté, on parle plus en fait d'une injonction créée par suspense, les classes dominantes. Voilà, ça aussi j'en avais vite fait parler dans ma dernière vidéo, mais du coup ce qui structure en fait les standards de beauté, les gens qui définissent les injonctions corporelles esthétiques, c'est juste les classes aisées. Et les classes aisées, par ailleurs, sont minoritaires, ne représentent pas la majorité de la société, et du coup, encore une fois, c'est un corps qui est rare, parce qu'il appartient aux classes aisées. Et si je vous dis ça, c'est parce que si on prend l'exemple de l'obésité, en 2019, si on prend un panel d'enfants en maternelle, 1,3% des enfants de cadres vont être touchés par l'obésité, alors que c'est le cas de 6% des enfants d'ouvriers. Donc là, certes, ça reste sur un petit chiffre, mais on voit quand même que quand vous appartenez à une classe qui est plus populaire, vous avez plus de chances d'être touché par l'obésité. Si on prend l'inverse extrême, l'anorexie, puisque j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, si vous voulez approfondir d'ailleurs le suivi de l'anorexie, je vous conseille d'aller voir cette dernière vidéo. Vraiment promo personnel, je prends tout, il y a 3 vidéos sur ma chaîne. Et si on prend donc l'exemple de l'anorexie, c'est quasiment exclusivement des personnes de classe moyenne et aisée qui sont touchées par cette maladie. Et donc finalement, on voit que les cartes du corps, elles sont pas distribuées également à la naissance. Et ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, les gens, ils sont en mode « oui, c'est la génétique, je suis née comme ça, haha ». Mais en fait non, c'est pas la génétique, c'est ta classe sociale qui fait que tu as eu plus ou moins de chances de naître dans tel ou tel corps. Révélation. Mais je dis bien de chance. Parce que voilà, il faut vraiment pas faire un lien direct. La sociologie, c'est une science des régularités, c'est une science des probabilités. Bien évidemment que si vous êtes de classe aisée, vous pouvez être gros. Et bien évidemment, si vous êtes de classe populaire, vous pouvez être mince. Et avant de terminer cette partie, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la classe sociale a un poids plus important sur le corps des femmes que sur le corps des hommes. Ça pareil, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, donc encore une fois, c'est une histoire de probabilité, c'est pas définitif. Historiquement, c'est important de comprendre quand même que quand justement l'abondance alimentaire a été atteinte, les classes aisées ont eu besoin de se distinguer en réduisant leur rapport alimentaire. Quand je dis l'abondance alimentaire a été atteinte, c'est pas genre les mukbangs sur YouTube, genre c'est le fait juste qu'il y avait de la nourriture disponible en fait pour à peu près tout le monde, et que les famines en gros ont été éradiquées, ce qui est le cas dans la plupart des pays occidentaux. De toute façon, la majorité des attitudes des classes aisées sont tournées vers la distinction et aussi le sentiment d'être détaché en fait. Donc là voilà, il y a de la nourriture, mais nous on est assez riches pour être détachés de ça.
et finalement pour manger assez peu. Ça me permet d'ailleurs de terminer cette partie sur le fait que j'ai déjà vu des TikTok qui parlaient des tableaux justement du 17e ou du 18e et qui montraient des femmes justement qui avaient plus de graisse sur leur corps en disant waouh, à l'époque c'était trop body positive, on acceptait le corps des femmes, incroyable. Si ces corps étaient valorisés, c'est pas parce que la société était plus clémente vis-à-vis du corps des femmes, c'est juste parce que le tiers-état était en train de ramasser le foin et de manger de la terre. Excusez-moi pour l'historicité. En gros, la majorité de la société crevait la dalle en fait, et c'est pour ça que ce genre de corps était valorisé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, les standards de beauté, c'est pas... Bon, je pense que c'est évident pour plein de gens, mais parfois on a vraiment tendance à l'oublier que c'est pas ce qui est commun pour toutes les femmes, c'est vraiment une minorité de classe aisée qui fixe ça pendant que le reste de la société tente de les atteindre. Finalement, après avoir exposé ça, je pense que vous voyez peut-être où je veux en venir. Le fait que la grossophobie, en fait, c'est pas une histoire de standard de beauté à mon sens, de superficialité. C'est éluder une grande partie du problème que de dire oui, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est un standard de beauté, blablabla. Non, c'est juste qu'en fait la grossophobie, c'est une manière de matérialiser la domination sociale. Et quand on rejette le gros, je parle de gros et de mince parce que, enfin, il faut arrêter de connoter en fait ces termes, je veux dire c'est un fait. Et du coup voilà, le fait de rejeter la personne grosse, c'est juste le fait de rejeter une classe populaire dans la société. Ce qui est important de comprendre avec le jugement social, c'est qu'il apparaît quasiment jamais en fait sous sa forme explicite. Il se surplante toujours. Il se surplante ? Est-ce que c'est un mot ? Souvent en fait, il est caché derrière d'autres arguments qui sont des arguments esthétiques, qui sont des arguments de style, d'affinité, de goût, etc. Et c'est là où je pense que je vais vous insérer un petit clip de Bourdieu, célèbre sociologue, qui explique bien mieux que moi ce système de goût et de dégoût. Le goût est vécu comme naturel. Bon. Il n'y a rien pourquoi nous sommes prêts à mourir en tant que nos goûts. Enfin, La Rochefoucauld disait ça à peu près, il disait sur nos opinions, au fond nous acceptons d'être contrariés ou contredits, mais sur nos goûts c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus central, parce que nous nous identifions plus profondément à nos goûts au fond qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. L'important c'est que les goûts finalement sont des dégoûts. Alors ça j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, c'est le dégoût du goût des autres. Enfin ça je crois que c'est très important et finalement pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Donc à ce stade, on pourrait quand même se dire que le fait d'être probablement plus gros ou plus mince en fonction de la classe sociale, c'est peut-être un peu faible pour avoir ce genre d'analyse, mais j'ai encore d'autres arguments. Corps supposément fin des classes aisées, en fait, c'est pas justement une histoire que de corps, mais c'est une extériorité qui matérialise en fait un goût pour le fin en général. Ce que je dis par là, c'est que le goût des classes aisées, voilà, on en revient encore à cette histoire de goût, c'est un goût qui est plus souvent qualifié de fin, de raffiné, de subtil, alors que les goûts, on va dire, stylistiques, vestimentaires, architecturaux, de décoration, tout ce que vous voulez, des classes populaires sont plus souvent qualifiés de grossiers, ce genre de choses. Quand on va parler, on va dire, de la finesse d'un argument ou d'un gros mot, je veux dire, il faut quand même être conscient que notre langage scinde notre perception du monde. Chez les classes aisées, justement, c'est tout l'art de ne pas prendre de place. Je veux dire, je pense qu'on est tous au courant que les dîners mondains, c'est pas des rave parties. Et je pense que pour expliquer ça, je vais vous mettre l'extrait d'une vidéo de Dara, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, qui parle de son ascension sociale, donc lorsqu'elle est arrivée dans une prépa de lycée parisien. Et vous allez voir qu'en fait, son vocabulaire pour se décrire en comparaison avec les personnes qu'elle croise est typiquement dans ce registre. Et je voulais démarrer par une petite anecdote. Alors, c'était au tout début de mon arrivée à Paris, donc ça devait être la semaine avant la rentrée. Et donc j'étais contente d'être un peu apprêtée, je m'apprêtais au quotidien à l'époque. Et donc je sors de chez moi, je sais pas ce que j'allais faire d'ailleurs, mais je sors de chez moi. Et pile quand j'arrive dans la rue, je croise une nana qui, malgré elle, m'a renvoyé une image horrible de moi-même, parce qu'elle était quasiment habillée pareil. Mais
beaucoup mieux. Le tissu était magnifique, la coupe était parfaite, la dentelle était trop fine et tout. Alors que du coup, moi, à côté, j'avais l'impression d'avoir en fait une robe hyper grossière et moche. Elle avait également des chaussures ouvertes bleu marine, mais qui m'apparaissaient beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates, beaucoup plus quali, quoi. Et puis par ailleurs, là je déborde un peu sur le sujet d'après, mais elle me semblait beaucoup plus mince et élancée que moi, beaucoup plus belle, et elle me semblait mettre beaucoup plus en valeur sa propre tenue. Et alors qu'un quart d'heure avant, je me trouvais nickel, quoi, toute jolie, machin, et ben là, un quart d'heure après, je me sentais hyper vulgaire, j'avais l'impression que tout était grossier sur moi et que j'aimais pas. Ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant à Paris et en changeant de classe sociale, c'est les nouvelles normes de corps. Alors je dis pas que la grossophobie n'est pas ambiante dans la société, elle traverse bien sûr les classes sociales, mais à Paris en particulier et dans les milieux bourgeois, quand tu croises ces deux trucs-là, la norme à la minceur, je trouve, est hallucinante. Enfin moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai été hyper fascinée par les corps de femmes dont j'ai l'impression qu'elles étaient toutes hyper minces. Et c'est vrai que dans les milieux privilégiés, il n'y a pas beaucoup de personnes grosses. Ce qui m'a vraiment permis en fait, de vous développer cet argument, c'est un texte de Bourdieu et Monique de Saint-Martin. En créant cette chaîne, je pensais trop que j'allais amener genre des nouveaux auteurs en sociologie, genre des trucs pop, des trucs fun, et je me retrouve là à gratter la poussière, à citer Bourdieu dans toutes mes vidéos, genre vraiment je suis désolée. Bref, ce texte s'appelle « Les catégories de l'entendement professoral ». En d'autres termes, c'est juste les appréciations que mettent les professeurs sur les copies des élèves. Et là vous allez me dire, quel est le rapport ? Mais vous allez voir, lorsqu'il y a une copie en fait de classe aisée, les professeurs utilisent beaucoup plus des termes comme fin, subtil, détaillé, avec de la nuance, alors que quand c'est une copie d'un élève de classe populaire, parmi les termes qui reviennent le plus, il y a notamment grossier, lourd, pâteux, mou et ce genre de choses. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, ah bah c'est logique parce que finalement les élèves de classe aisée sont plus proches en termes de classe des professeurs et du coup peut-être qu'ils y trouvent plus justement le capital culturel qu'ils recherchent pour qualifier une copie justement de fine, de pleine de nuances. Mais même quand deux élèves en fait ont la même note, les qualificatifs vont être différents en fonction de si l'élève appartient à une classe aisée ou à une classe populaire. Et à ce moment-là, on voit encore une fois que le jugement social se masque derrière d'autres arguments. Et ici, l'argument, c'est pas le goût personnel, c'est l'intellect de la personne en fait. Une citation qui résume parfaitement bien ça, c'est le jugement scolaire obtient une reconnaissance, c'est-à-dire une méconnaissance que n'obtiendrait sans doute pas le jugement social, dont il est la forme euphémisée. Phrase de Bourdieu be like. En gros, si on transforme cette citation en fait pour le corps, on pourrait dire que le jugement physique obtient une reconnaissance, dire je ne t'aime pas parce que tu es mince, je ne t'aime pas parce que tu es gros, c'est-à-dire une méconnaissance que n'obtiendrait sans doute pas le jugement social dont il est la forme euphémisée. Et justement ne pas se cacher en fait derrière des arguments qui sont les standards de beauté, des arguments qui relèvent de l'esthétique pour dire ok, il y a quand même une histoire là-dedans de peur du rejet social et du coup on peut tous collectivement en société prendre conscience de cette peur du rejet social et aller tous faire une psychanalyse main dans la main quoi, parce que flemme la grossophobie genre. Merci. Si la grossophobie est aussi puissante dans notre société, c'est qu'on vit dans une société méritocratique. J'ai deux mots dans mon cerveau, c'est capitalisme et méritocratie, vous m'excuserez. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que justement, dans une société méritocratique, on considère que si chacun est à telle position sociale, c'est qu'il l'a mérité, qu'il a travaillé ou pas travaillé pour. Et en fait, du coup, on considère que si quelqu'un est mince ou si quelqu'un est gros, c'est qu'il l'a voulu, c'est qu'il l'a décidé. Et justement, si on en revient aux réseaux sociaux, je trouve qu'il y a des exemples assez concrets, notamment la tendance That Girl. Il y a trop de vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais je voulais juste en parler 2 secondes. C'est une tendance en fait qui consiste à mettre en scène sa vie pour devenir that girl, cette fille qu'on rêverait tous d'être. Ces vidéos consistent notamment et surtout à adopter des routines productives. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la majorité des miniatures de ces vidéos, c'est des filles qui sont ultra minces ou des abdos saillants qui sont mis en avant.
comme si c'était lié. Alors qu'en fait, si on regarde ces vidéos, la majorité des actions productives en question, c'est des actions qui sont tournées vers l'apparence. Mais peu importe en fait les domaines vers lesquels la productivité se retourne, ce qu'il en ressort, c'est que cette fille, elle a quand même une obsession un peu maladive avec la productivité, parce que elle arrive quand même à qualifier de productif des trucs qui, pour la plupart des gens, ne sont pas productifs, genre manger et se laver le visage, ce n'est pas être productif. Bref. Et c'est là où je vais en revenir à l'ouvrage que j'avais beaucoup utilisé dans ma dernière vidéo, qui s'appelle Devenir anorexique, une approche sociologique, donc écrit par Muriel Darmon, qui met en avant, et ça je trouve ça assez étonnant, enfin on pourrait pas forcément s'y attendre, que les lycéennes en fait qui sont hospitalisées pour anorexie, c'est des filles qui ont une obsession de la productivité scolaire en fait, et qui se surinvestissent en fait à l'école. Et ça encore une fois, voilà, si on s'en tient à certains clichés, on pourrait dire l'anorexie c'est une maladie justement qui consiste à vouloir justement rentrer dans un standard, rentrer dans une injonction corporelle au maximum, et qui est centrée sur vraiment un but uniquement superficiel. Et en fait, cette analyse, elle nous montre que c'est des filles qui n'ont pas seulement intériorisé en fait l'injonction corporelle, mais les clichés qui y sont liés. Et donc le propos, là encore une fois, c'est pas de renforcer les clichés grossophobes, de dire quand on est anorexique en fait et qu'on veut mincir, on est quelqu'un de super productif, donc en fait oui c'est lié. Non, c'est de dire quand on veut mincir, en fait, quand c'est pathologique, on se met quasiment automatiquement en fait à développer cette obsession de la productivité, alors qu'en fait c'est pas lié. Et justement, le but, c'est d'en prendre conscience pour ensuite détacher les deux et de dire mon corps, la forme de mon corps n'est pas liée à ce que je peux accomplir intellectuellement. Et finalement, pour terminer cette vidéo, j'avais envie un peu de revenir sur l'analyse des régimes sur les réseaux sociaux que j'avais produite dans la dernière vidéo. Si j'ai mis en avant cette vidéo qu'on avait le réflexe socialement d'associer un corps et en fait et un mental, j'avais envie quand même de parler du fait que le régime justement crée cette dissociation en fait entre l'esprit et le corps. Tous ces régimes extrêmes et même la trend That Girl, ça s'inscrit en fait dans des modèles de productivité extrêmes en fait qui postulent que l'esprit doit prendre le dessus sur le corps. David Le Breton, vous êtes anthropologue et sociologue, auteur de L'adieu au corps et d'une anthropologie du corps et de la modernité. Ce culte du corps parfait, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça a démarré il y a déjà plusieurs dizaines d'années ? Oui, pour moi, c'est un phénomène relativement récent qu'on peut dater autour des années 80, début des années 90. Auparavant, il faut se souvenir que finalement, le corps incarnait une sorte d'authenticité. On nous disait dans ces années 70, il faut écouter son corps, le corps a toujours raison, etc. Et aujourd'hui, évidemment, le corps est davantage une espèce de production, une invention de soi. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ces années 90, nos sociétés occidentales ont connu une individualisation grandissante du lien social. Et dans ce contexte-là, le corps est devenu une sorte de matière première, finalement. On veut avoir un corps à soi, un corps pour soi, on veut personnaliser son corps, on veut qu'il soit notre meilleur représentant. Et en soi, bien évidemment qu'on a le droit de changer son alimentation. Enfin, encore une fois, je suis pas la police de la bouffe. C'est juste que le problème, à mon sens, et ça c'est un avis totalement personnel, c'est que je trouve ça dangereux justement que on essaye collectivement d'oublier nos besoins psychologique, physiologique, au profit d'un modèle productif homogénéisé en fait qui nous est diffusé par les réseaux sociaux. Finalement en fait oui, je suis une grosse rageuse, voilà. Pour terminer, petite interlude musicale, j'ai pas les droits d'auteur pour vous faire écouter ce titre, mais je trouve que les paroles du refrain sont une excellente conclusion à mon propos. Je vous laisserai écouter ça de votre côté. Si vous aimez la techno, franchement, allez-y, c'est pépite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, qu'elle vous a ouvert les yeux sur peut-être quelques mini-aspects de notre société contemporaine. J'ai conscience que ma régularité sur cette chaîne est insolente, mais en fait je pense que j'avais largement sous-estimé la charge de travail que ça représentait. Donc sachant que je n'ai pas la régularité de mon côté, n'hésitez pas à me soutenir en aimant la vidéo, en commentant la vidéo, en vous abonnant, c'est ce qui m'aide le plus. Et du coup je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.